Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir Catherine Fay, bonsoir Marine Saint-Clément. Alors j'ai oublié de faire un essai de prononciation. C'est Saint-Clément ou Saint-Clément? Du premier coup, Ok. et c'est rare. Alors, bravo. Alors bienvenue et merci d'être parmi nous. Vous êtes journalistes toutes les deux et vous avez écrit à deux récits de voyage. Et le 2 va s'arrêter là. Quoique non. L'année de deux dames d'abord, en 2020. Qui raconte un voyage en Mauritanie, on reviendra là-dessus, et à la vie et à la mort, sur les traces de Thelma et Louise, en 2024. Les deux sont publiés aux éditions Paulsen. Et donc sur les traces de Thelma et Louise, c'était dans l'Ouest américain. Alors, il faut que je parle encore plus fort. D'accord. Le micro coupe Plus près, plus peut-être. près, plus près. C'est des vraies histoires d'amour avec ces micros. C'est la classe, ça devient. Je vais leur rouler des pelles bientôt. Ça devient votre Brad Pitt. Il lui manque le chapeau. Et ma première question, et comme ça on va vous entendre parce que vous allez certainement parler plus fort que moi, comment vous vous êtes rencontrés? Qui commence? Toi. Alors, on s'est rencontrés avec Catherine, on était toutes les deux en reportage pour nos médias respectifs, parce qu'on est journalistes, comme vous le disiez. Et par un concours de circonstances un peu malheureux, on s'est retrouvés à être dans des tentes avec de parfaits inconnus, parce que l'endroit où on devait dormir avait eu un problème de logistique. Et nos deux compagnons étaient les compagnons les plus faciles, disons. Donc on s'est retrouvés à 2h du matin. Compagnon. Bon, c'était une compagne. Compagne. Enfin, c'était une dame. Une dame. Inconnue. Donc on s'est retrouvés à 2h du matin au milieu de ce désert, autour du feu, un peu désespérés, et on a commencé à discuter, et on a eu ce qu'on peut appeler un coup de cœur amical. Un crush. Je n'osais pas le dire, mais si c'est toi qui le dis, ça va. Donc on a eu un crush, et puis on s'est dit qu'on allait se revoir, comme on se dit souvent quand on rencontre des gens en voyage, ce qu'on ne fait pas toujours, et là on s'est revus. Et du coup, Pourquoi est-ce qu'on s'est revus, je te passe à ton avis? je te passe le flambeau. On peut dire la petite péripétie avant de se voir. Donc il y a une petite péripétie entre le Qatar où on s'est rencontrés et la France, c'est qu'on s'est pris une méga cuite toutes les deux dans l'avion. Et on est arrivés complètement ivres à l'aéroport. Et en fait, on a eu très envie de se revoir. Du coup, on s'est revus. On remet ça. Exactement. Et en remettant ça, on est tombé par hasard. On était près des quais à Paris, là où il y a des bouquinistes. Et en passant, en errant toutes les deux, on voit un bouquin qui nous interpelle, pieds nus à travers la Mauritanie. On s'est dit, tiens, c'est curieux. En plus, on connaît bien l'Afrique. Moi, j'ai beaucoup écrit et fait de reportages dans ce continent. Et la Mauritanie est un pays qu'on connaît assez peu. Et donc on s'est dit, tiens, intéressant, en plus signé par une Odette Dupuy-Godot. Et en lisant, on achète le livre et je lis d'abord le bouquin et je découvre qu'en fait, Odette Dupuy-Godot était partie avec sa compagne en Mauritanie. Et on finit par vivre toute leur vie entre le Sahara, la Mauritanie et le Maroc. Et là, on s'est dit, mais tiens, et si on partait toutes les deux, ensemble, sur les traces de ces deux aventurières des années 30. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans nos métiers, on part généralement en binôme, mais c'est toujours un journaliste et un photographe. Et on n'avait pas trop de raison de repartir toutes les deux, puisque toutes les deux, on écrit. Et là, c'était vraiment le prétexte, le servi sur un plateau. Ouais. Sur un plateau, enfin, ça a été... Sur un plateau, ouais, un plateau... Oui, bah, alors en fait, c'est pas si évident que ça de sympathiser, de se prendre une cuite et de partir 2 mois ensemble. C'est ça, surtout Alors, on est prendre parti... une fuite, c'était la partie plutôt facile. Mais du coup, on est parti, on se connaissait très peu. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'est vus, on a passé des heures et des heures dans les tréfonds de la BNF, dans une salle sans fenêtre absolument charmante, à chercher dans des archives, parce qu'il y a un gros fond d'archives sur ces deux femmes qui ont voyagé, mais des archives non classées. Donc on avait des lettres avec 50 années de différence, sans queue ni tête, des bouts de notes de carnet, et puis des lettres très officielles dans le même fichier. Donc on s'est beaucoup vus, mais finalement pas rencontrés, et on s'est vraiment rencontrés pendant ce voyage. Oui, en fait, c'est une amitié qui s'est construite sur le désir de faire quelque chose ensemble, de travailler ensemble.
d'avancer ensemble. Mais en même temps, voilà, le fait est qu'on a commencé à bosser assez rapidement et on n'a pas vécu de choses ensemble. Ce qui fait que quand on a commencé à vivre l'aventure dans le désert pendant des semaines, on s'est détesté, on s'est adoré. Ça a été vraiment tout un des hauts et des bas, mais qui finalement, voilà, c'est arrivé à ce livre et à une amitié finalement indéfectible. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a que 3 années de différence. Alors ça facilite les choses. Alors, c'est haut et c'est bas, j'ai envie de dire, c'est le propre des belles histoires d'amour. Et il y a quand même d'autres histoires d'amour dans vos vies. Et une question qui revient souvent, c'est celle de vos conjoints. Parce que, en fait, vous en avez. Ils sont encore là pour l'instant. Et je voulais proposer à Marine de lire un extrait à ce sujet. Alors l'extrait là que tu choisis n'est pas dans notre périple dans le Sahara. C'est vrai, mais ça peut s'appliquer, je crois. Hein. Alors j'ai pas mes lunettes, donc comme je suis jeune, c'est le monde à l'envers, je vais être comme ça. À chaque fois que nous participons à des conférences ou à des débats, on nous demande la même chose. Vos maris vous laissent partir comme ça ? Alors là, personne va nous poser la question après. C'est pour couper court, justement. Bien sûr, de longs départs impliquent une organisation, des concessions, parfois des sacrifices pour ceux qui restent. Mais la question n'est jamais posée aux voyageurs masculins. Je me demande souvent si nous ne sommes pas, avec Catherine, des monstres d'égoïsme pour s'autoriser à vivre nos vies comme nous l'entendons, avec nos ambitions, notre curiosité, nos désirs d'accomplissement, sans probablement prendre en considération les attentes de l'autre. Depuis des siècles, les hommes voyagent, réalisent leurs rêves sans demander la permission à leurs femmes, ni forcément les emmener. Pourquoi ça dérangerait quand c'est dans l'autre sens ? Toi et moi, de toute façon, on ne pourrait pas vivre autrement, rappelle de temps en temps Catherine. Tu es toujours d'accord avec ça ? Je suis toujours d'accord. Et du coup, le voyage au féminin, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, comme pour les hommes, finalement, une organisation. Alors, d'une part, il y a des familles, il y a les enfants dans le cas de Catherine, mais il y a aussi en fait un travail, quand on a un travail, parce que ces voyages, c'est super quand on les lit dans des récits, mais ça coûte de l'argent aussi. Et c'est une question dont on parle pas toujours, donc on a des métiers à côté, et c'est de l'organisation. Nous, ce qu'on dit toujours, finalement, c'est si on veut vraiment le faire, on trouve des solutions, mais ça demande un engagement personnel énorme. Catherine, qu'est-ce que vous vouliez rajouter ? Moi, je pense que vraiment c'est une façon de vivre en ce qui nous concerne. En fait, c'est un engagement, c'est une organisation, mais en même temps c'est une façon d'être. Et c'est inévitable, ce n'est pas possible autrement. Parce que même avant ces livres, avant ces grands départs, parce qu'on part longtemps toutes les deux, on est journaliste, on est reporter, donc on part 3 semaines, 1 mois, c'est déjà acquis, c'est déjà entériné. Moi j'ai un fils depuis qu'il est tout petit, enfin quand il était tout petit, maintenant il est grand, je veux dire qu'il a toujours eu l'habitude de voir sa maman partir et c'est un non-problème, enfin je pense. Enfin c'est comme ça. Et donc voilà, oui, organisation, mais c'est le désir, on est porté par le désir, par une nécessité en fait. Donc en fait ça se fait assez facilement dans l'organisation, je dirais. Alors vous avez parlé de votre différence d'âge, 3 ans, on le rappelle. En quoi ça influe sur votre relation dans le voyage et aussi sur votre manière de discuter et d'envisager le voyage ? C'est très intéressant parce qu'en fait aucune de nous deux n'a un problème à régler. Moi j'ai un enfant, donc j'ai besoin d'avoir une fille. Marine a une maman avec qui elle a une super relation. Donc ça ne se joue pas là. C'est au contraire quelque chose d'assez génial, où on a des regards divergents parfois, et dont on s'interroge et on avance ensemble, sans être d'accord. Parfois, on se querelle, sérieusement, mais aussi on avance ensemble. Marine va comprendre, surtout dans le second livre qu'on a écrit sur les traces de Thelma et Louise, où il y a vraiment les questions de patriarcat, de relations entre les hommes et les femmes. Notre différence de génération fait qu'on n'était pas positionnés de la même manière au départ. Marine m'a fait évoluer et je pense que Marine a compris aussi pourquoi je pouvais avoir des idées et des avis qui au départ la choquaient.
Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, pendant le voyage, les rencontres, on ne pose pas les mêmes questions, on ne va pas aller sur le même chemin, donc c'est hyper enrichissant et pour nous et certainement pour les personnes à qui on pose des questions, parce que c'est un peu, et d'ailleurs ça nous aide, parce que souvent on croit qu'on est une mère et sa fille, donc ça ouvre beaucoup de portes. On croit aussi parfois qu'on est un couple de femmes, moi la cougar évidemment, et donc on aime bien, dans ces cas-là on laisse planer le mystère. Alors, il y a un petit extrait de ce que Marine en pense. Vous nous direz si vous êtes toujours d'accord. Les échanges que nous avons avec Catherine infusent en moi. Ses conseils, ses réflexions sur la vie m'ouvrent des perspectives. Notre différence d'âge n'en est pas une au quotidien. Les 3 ans qui nous séparent ont permis de bâtir notre amitié sur un enrichissement mutuel, de chercher des réponses et de construire ensemble, en balayant constamment nos certitudes, nos croyances, nos jugements. Une relation exigeante, parfois difficile, comme dans une relation amoureuse dont on n'est pas intimement sûr que cela marchera. On entretient l'histoire parce qu'on y croit tant, malgré le risque que ça casse. Au lieu de ressasser ce qui t'énerve chez moi, écris-moi plutôt une lettre expliquant ce que tu aimes, m'a proposé un jour Catherine. Alors qu'est-ce que vous lui avez écrit à Catherine ? C'est encore en cours d'écriture. C'est tellement long. Il y a tellement de choses à dire. Non mais bien sûr, c'est normal, mais notre relation a quand même déjà beaucoup évolué entre le premier voyage et le second. Et je pense que ce second voyage a quand même ciblé quelque chose. Et c'est vraiment un voyage où on a évolué ensemble. C'est ce que disait Catherine. Et dans une amitié, dans une relation qui se construit, là on se demande plus vraiment si c'est une histoire qui va marcher ou pas. On sait qu'elle va marcher l'histoire. Et on s'engueule encore. Et on s'est encore engueulé il y a pas longtemps. Et on se parle pas pendant 2 semaines. Et puis en fait après on se retrouve et on s'aime très fort. Alors pour revenir sur le cœur de vos voyages, donc vous êtes partis sur les traces, donc on l'a dit, de Odette Dupuy-Godeau et Marion Sénon. Est-ce que je me suis trompée de prononciation ? Non. Qui était partie en 1933 donc, en Mauritanie. Et dans À la vie, à la mort, cette fois vous partez sur les traces d'un autre duo de femmes, donc Thelma et Louise, les femmes éponymes du film de Ridley Scott de 91. Cette fois ce sont des femmes fictionnelles. Et ma question c'était de savoir comment vous vivez le fait d'avoir un sujet qui impose sa destination. Alors, pour le premier livre, ce qui était assez marquant, c'est que Odette et Marion n'ont pas choisi la Mauritanie. Elles ont embarqué, elles voulaient partir. C'est un couple de femmes, de journalistes. Elles avaient cette envie d'ailleurs. Elles ne voulaient pas partir aux États-Unis parce qu'elles trouvaient que c'était un pays midinais. Étant bretonnes toutes les deux, en fait, elles n'avaient pas beaucoup d'argent, donc elles ont embarqué sur un langoustier qui les a amenées à Nouadhibou, donc sur la côte mauritanienne. Finalement, nous, c'est un peu la même chose. On n'a pas choisi la Mauritanie. On n'a pas choisi les États-Unis non plus. On a choisi ces binômes de femmes auxquels on s'est attachés, enfin, en tout cas, qui nous ont attrapés et dont parfois on a développé, enfin parfois dans les 2 cas, on a développé une petite obsession quand même, je pense qu'on peut le dire. Donc je ne sais pas comment on pourrait dire, mais on ne choisit pas la destination, mais en fait, partout, toutes les destinations nous intéressent. Les États-Unis, on aurait pu se dire que ça allait être moins dépaysant, moins aventureux que le Sahara. Au final, absolument pas. On s'est senti beaucoup plus dépaysé dans certaines petites villes d'Arkansas qu'on a été dans plein milieu du Sahara, dans un camp de nomades. Donc c'est plus le regard qu'on porte sur les choses qu'à brûle-pourpoint la destination. Oui, en fait, ce sont des femmes qui nous appellent, ce sont des femmes qui nous choisissent, parce qu'en fait, Odette Dupuy-Godeau nous a choisis. Je veux dire, qu'on tombe sur ce livre-là, ça s'est passé comme ça, c'est un petit peu comme si on nous attrapait par la main, et Thelma et Louise aussi, ça a été un hasard, parce qu'on avait d'autres projets, d'autres duos, d'ailleurs, ce sont des projets futurs, c'est comme ça, sur un événement qui nous est arrivé, où tout d'un coup, on a pensé à Thelma et Louise, et ça a été tellement fort et puissant, qu'on s'est dit, mais c'est énorme, oui, c'est ça, on doit repartir dans leur sillage et explorer quelque chose. Et c'était pas gagné, parce qu'on ne savait pas si notre éditrice accepterait qu'on parte sur la route de 2 femmes fictionnelles. Et si, elle était ravie, et on est parti. Mais Thelma et Louise n'ont pas non plus choisi leur destination.
Elles habitent à Little Rock, elles partent pour un week-end et c'est la cavale qui commence et qui les oblige ensuite à traverser l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique, etc. Juste peut-être, il y a beaucoup de gens qui ont vu Thelma et Louise ici. Oui. Ok. Non mais qu'on ne fasse pas des raccourcis. Et alors vous avez raconté la trouvaille inopinée du livre d'Odette Dupuy-Godot chez les bouquinistes des Quais de Seine. Pour Thelma et Louise, vous avez dit ça a été un peu un hasard aussi. Est-ce que vous voulez nous raconter comment l'idée a émergé? Oui, bien sûr. En fait, donc on fêtait un prix littéraire qu'on a eu pour l'année des deux dames. Et bon, on buvait encore des verres. Hein. On aime bien les cosmopolitanes, notamment. Et on était dans un bar à Nantes. Et un type était en train d'enquiquiner une jeune femme. Moi, je regardais ça du coin de l'œil. Et j'ai vu qu'à un moment donné, vraiment, il devenait très insistant, voire presque violent dans sa façon de faire. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est un coup de sang. Je me suis levée, j'ai attrapé le mec et je l'ai foutu dehors. Je suis rentrée dans le Toujours bar. dans la mesure, Catherine. C'est là que... Et là, je rentre et je me dis, mais c'est complètement timbré. Il aurait pu me mettre un coup dans la... Voilà. Et on se regarde avec Marine et je dis, mais c'est incroyable, je pense à quelque chose. Elle me dit, Thelma et Louise. Et j'ai été étonnée parce qu'elle n'a que 3 ans de moins que moi. Et donc, ça faisait écho chez Marine, comme chez moi. On s'est regardé et on s'est dit, non mais attends, voilà, tout simplement. Et pour nous, c'était pas évident, parce qu'on n'était pas du tout parti d'avoir des personnages fictifs. C'est quand même beaucoup plus difficile, parce qu'on a ce film, mais on n'a pas pour Odette Dupuy-Godot et Marion Sénol, on avait des livres, on avait des archives, on avait un matériau déjà qui était très dense. Donc on était un peu inquiets. On s'est dit, mais finalement, comment on va mêler tout ça, le film, notre route, les États-Unis, ce qu'on veut dire des femmes américaines aussi en 2024. Enfin, voilà, donc c'était pas évident au départ. On était moins sûrs de nous que pour le premier. On avait peur que seul un film et un scénario ne nous donnent pas assez de matériaux pour partir sur explorer. Enfin, on ne savait pas exactement ce qu'on allait chercher en fait au départ. Et puis en fait, ce film est tellement riche, à force de le regarder, de le revivre, de relire le scénario 10 et 10 fois, et puis de partir sur les traces de ces femmes et de se rendre compte que dans ces états un peu oubliés des radars aux États-Unis, eh bien toutes les femmes et les hommes qu'on rencontrait, quasiment tous et toutes connaissaient ce film et c'était hyper important pour eux. Alors bon, tout s'est tressé très facilement en réalité. Et est-ce que vous avez senti une différence entre le fait de partir sur les traces de personnes réelles et sur les traces de personnages fictifs? Et non, parce qu'elles sont réelles pour nous. Comme pour vous, certainement. En fait, je pense que c'est tellement facile de s'identifier à Thelma et Louise. Il y a quelque chose en chacune d'elles qui fait écho, qui résonne en chacune de nous. Et puis, je pense que pour les hommes aussi, il y a quelque chose qui fait écho, qu'ils comprennent. Alors, et puis, il y a aussi une chose qui nous arrive quand on part toutes les deux sur les traces d'Odette et de Marion et de Thelma et Louise, c'est qu'on devient une sorte de bête à 4 têtes. On est Louise, on est Thelma, on ne sait pas qui. Alors au début, on se querelle parce qu'il y en a une qui a envie d'être Louise et l'autre d'être Thelma. Et puis finalement, tout s'entremêle exactement comme Thelma et Louise, qui au fil du film, au début, il y a vraiment la personnalité de Louise et la personnalité de Thelma. Et au fil de ce film, l'une devient plus comme l'autre lâche avec toutes ces barrières qu'elle a, de Louise qui est assez forte, puissante au départ et qui se cache derrière des barrières comme ça. Finalement, on voit poindre sa sensibilité. Thelma, elle prend les rênes, mais en fait, à elles deux, elles forment plus qu'une seule femme. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le cas de Odette Dupuy-Godot, ce qu'on ressent un peu à la lecture de votre livre, c'est qu'à force de creuser et d'être obsédé par ce personnage, par cette personne, vous avez découvert des facettes qui vous ont peut-être un peu déçu ou... Oui, et on a décidé de l'écrire parce que, évidemment, quand on part... alors, pour le coup, en Mauritanie, on avait envie de faire d'elle des figures féministes des années 30, tout collait bien. Et en fait, elles étaient extrêmement collabos.
Sur place, elles avaient une attitude très coloniale. Et en fait, au début, on était tellement dans notre truc qu'on n'a pas tellement fait attention. Et quand on demandait aux gens, parce qu'en Mauritanie, les gens se souviennent d'elle, parce que donc Marion dessinait, dessinait des coiffures, dessinait des ustensiles de cuisine. En fait, elles ont vraiment témoigné de la civilisation mort. Et encore aujourd'hui, le seul héritage finalement écrit de cette civilisation mort a été faite par ces deux femmes. Et d'ailleurs, je me permets une petite... l'année des deux dames, en Mauritanie, jusque dans les années 70, les années portaient le nom d'événements. Il y avait l'année de la sécheresse, l'année des dates, etc. Et l'année 1934, pour les morts, voir ces deux Françaises sur des chameaux habillés en hommes, c'était tellement fou que l'année est restée dans la chronologie locale comme l'année des deux dames. Donc elles ont vraiment marqué le pays. Mais quand donc, des gens s'en souviennent, ou c'est des histoires qu'on se transmet, tous les gens avaient leur livre qui n'a pas été traduit, mais ils utilisaient la couverture notamment pour tenir la théière trop chaude. Donc le livre servait parfois à caler des meubles. Donc on ne savait pas trop ce qu'elles avaient écrit, mais elles étaient là dans toutes les maisons. Et puis on nous disait, oui, on s'en souvient. Et on sentait bien qu'il y avait quand même... les gens n'étaient pas non plus emballés par le passage de ces deux femmes, mais en creusant, en fait, on se rendait compte qu'elles étaient odieuses. Enfin, Odette était odieuse. Marion passait derrière pour arrondir les angles. Et Odette, tout le monde la déteste en Mauritanie. Donc, quand même. Donc, voilà, on a choisi d'écrire aussi cette facette un peu moins glorieuse qui n'entache pas pour autant le courage qu'elles ont eu de partir comme ça. Et c'est bien, parce que c'est aussi, on a tous en nous une part un peu plus sombre et des failles. Donc c'est important pour nous, c'est pas prévu, mais c'est important pour nous que ce soit dans le livre. Oui, c'est important pour nous de parler toujours des zones d'ombre des êtres humains, des personnages d'Odette, Marion, Thelma et Louise, parce que l'être humain, il n'y a pas de gens extraordinaires qui sont formidables et qui ont tout juste. Et ça c'est important, et c'est ce qui a beaucoup marqué notre second livre. Et dans votre second livre, vous citez une libraire, moi ça m'a plu, Chari, qui est libraire à Moab, et qui dit « Parfois, quand on marche dans les pas de quelqu'un, comme ça, on aspire son âme. » Et j'ai eu l'impression que ça faisait écho à votre manière de voyager. Chari, ça a été un autre... Peut-être juste, on va, pour les gens qui n'ont pas en tête l'itinéraire, on a traversé 10 000 km. Donc on est parti de Little Rock dans l'Arkansas. L'Arkansas, c'est vraiment au centre du pays, centre-sud. Et on a traversé l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique, l'Utah, l'Arizona, et on a terminé en Californie. Donc c'est des États très différents. L'Arkansas, l'Oklahoma, on est vraiment dans les États, ce qu'on appelle de la Bible Belt. Donc des États très trumpistes, très conservateurs, qui sont empreints d'un héritage sécessionniste. Le Nouveau-Mexique, c'est encore autre chose, parce qu'il y a toute cette population hispanique qui est très présente. Et l'Utah et l'Arizona, qui sont des États plus connus, en tout cas, des étrangers. Donc c'est vraiment des typologies de personnes très différentes. Et donc Chari, on l'a rencontrée en Utah. Et justement, on va venir tranquillement à votre voyage en Amérique, et on va parler d'Amérique. J'avais envie de lire un tout petit paragraphe. Portés par la soif de liberté qu'incarnent Thelma et Louise, nous évoluons dans les instantanés d'une Amérique prise en étau entre une middle class stéréotypée, des autochtones discriminés et des immigrés mis au banc de la société. Les divergences, les rapports entre les genres, les passions, les agressions, les attirances, la détresse. À l'évidence, nous nous tenons tous sur le fil d'une frontière ténue entre le bien et le mal. Il n'y a d'issue que dans la détermination à vouloir comprendre, réfléchir, accepter l'autre, le prendre en considération vraiment, en commençant par s'aimer soi-même. Alors c'est presque un vadémécum du journalisme de longue haleine, non ? Oui, et surtout ça dit que, notre façon en tout cas de voyager, de faire des rencontres, c'est d'être tout le temps dans le non-jugement. On est là, on accueille, on écoute, et on retransmet en essayant en tout cas de mettre le moins de couleurs une étiquette. Donc c'était vraiment c'est comme ça que l'on avance, et je pense que c'est comme ça qu'on peut donner à voir quelque chose d'un peu plus vrai. Parce que sinon c'est hyper facile de faire un livre avec des clichés,
des stéréotypes, quelque chose qui fait rire les gens, qui dit « Ah, c'est épouvantable, les Américains sont tous des timbrés, des tarés ». Non, c'est pas vrai. Il y a des choses particulières, il y a des choses magnifiques, il y a cette frontière ténue entre le bien et le mal, il y a des explications aussi à certains comportements, exactement comme nous en fin de compte. Sauf qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de beaucoup plus qui jaillit, quelque chose presque de l'ordre, je dirais, de l'enfance et de sans filtre. Et encore, j'irai encore plus loin en disant les entrailles posées sur la table. On est dans du bam, c'est comme ça. Moins hypocrite peut-être que nous, finalement. On a vu l'évolution, si je peux me permettre, quand on faisait des conférences. Le livre est sorti en janvier. Et on nous demandait beaucoup, mais aux États-Unis, quand même, avec Trump, etc. Et on disait toujours, mais en fait, c'est comme chez nous. Sauf qu'aux États-Unis, il y a eu une liberté d'expression dans les positions les plus extrêmes, qui est, comme Catherine disait, on met tout comme ça et on ne se cache pas. Aujourd'hui, on nous pose moins cette question. Et est-ce que dans peut-être les idées préconçues que vous aviez avant de partir, il y a des choses qui ont été complètement balayées par vos rencontres, vos découvertes ? Oui, bien sûr. Évidemment, on s'est retrouvés très vite avec des gens très, très, très conservateurs en Arkansas. En plus, on est arrivé le jour où Politico a sorti l'information disant que l'amendement Roe versus Wade pour l'avortement allait être remis en cause. Donc, cette actualité-là de la remise en cause du droit à l'avortement a quand même marqué beaucoup de nos échanges, en tout cas avec les femmes. On a essayé, c'est très dur, hein, quand vous avez une femme devant vous qui vous dit que, évidemment, une enfant qui a été violée doit quand même garder un bébé parce que c'est la volonté de Dieu et qu'il faut le voir comme une opportunité. Bien sûr qu'on juge au fond de nous. Mais on a décidé de ne pas s'interposer, pas s'interposer comme on l'aurait peut-être fait dans notre posture de journaliste, ou en tout cas on aurait enchaîné avec une question, alors que là on laissait vraiment parler les gens. Et on a vu chez les baptistes des gens très religieux, on est quand même arrivé au siège mondial du Ku Klux Klan, donc en termes de choses très sombres, on a eu notre lot. Mais à chaque fois, on a essayé de comprendre, ou des gens qui étaient vraiment des fervents supporters de Trump aussi, on les a écoutés en tout cas pour essayer de comprendre pourquoi ils votaient. Ce qui nous a fait réfléchir aussi, c'est que vu de la France, on peut avoir cette impression que par exemple tous les conservateurs étaient très pro-Trump. En fait, les grandes majorités, à part 2-3 de ces gens-là qu'on a rencontrés, nous ont dit bien sûr qu'on aimerait un candidat qui s'abstienne d'écrire autant de conneries, si je peux me permettre la vulgarité. Donc il n'y a pas une adhésion comme on aurait pu le croire en partant. Voilà, oui, ça nous a fait réfléchir. Et puis il y a aussi des gens très, très extrêmes qui nous ont posé des questions et oui, qui nous ont fait réfléchir et qui nous ont bousculé dans nos propres convictions. Je pense à ce personnage de Jane Morgan. Pour ceux qui étaient à la balade littéraire, apparemment un extrait a été lu, qui est une propriétaire d'un centre de tir, qui nous a dit « Mais vous, en France, si quelqu'un vous agresse dans la rue, qu'est-ce que vous faites ?» Catherine, vous voulez réagir? Non, je préfère ne pas réagir parce que je vais encore dire des bêtises. Mais oui, rien, parce que mais le problème c'est que oui, ça veut dire que donc si tu as une arme, tu peux te défendre. Voilà. En fait, ça se passe dans Thelma et Louise en fait, parce que si Louise n'était pas intervenue sur le parking avec une arme, Thelma aurait été violée. Et donc ça interroge sur qu'est-ce qui permet de mettre une limite, une barrière. Alors pas uniquement entre un homme et une femme, hein, dans une situation donnée. Évidemment, le port de l'arme, toutes les deux, c'est quelque chose qui nous révolte. Mais on s'est retrouvés dans certaines situations toutes les deux pendant ce voyage, et d'ailleurs aussi en Mauritanie, où on se sent bien légère et vide, sans rien là pour se défendre. Donc voilà, c'est juste ça. Mais Oui, non, ce qui était étonnant pour revenir un peu en arrière, c'est qu'on est arrivé donc, chez Jane Morgan, et elle nous a dit « Mais Thelma et Louise, c'est mon film préféré. » Et là, on s'est dit « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris ?»
Et en fait, chacun, ce qui est génial avec ce film, c'est chacun, il voit ce qu'il veut y voir. Et donc elle, ce qu'elle voyait dans Thelma et Louise, c'est qu'en fait, si Louise n'avait pas tiré sur Arlan, Arlan aurait violé encore plein de femmes derrière elle. Donc finalement, pour elle, Louise a fait le bien en tirant sur cet homme. Nous, on n'avait pas vraiment vu ça dans la perspective, mais chacun, il trouve ce qu'il veut y voir. Et dans votre livre, ce qui est très net, c'est que vous, dans Thelma et Louise, vous voyez une réflexion sur la condition féminine, sur la problématique de la violence faite aux femmes, et vous ne la percevez pas tout à fait de la même manière l'une et l'autre. Est-ce que, Catherine, vous voulez lire le passage à ce sujet ? Oui, parce que forcément, partir sur les traces de Thelma et Louise, ça interroge la question du patriarcat, du féminisme, de la place de l'homme et de la femme, des violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que sur notre route, on a rencontré des hommes qui nous ont... on a eu vraiment des confidences très très fortes de personnes qui se sont livrées à nous, mais directement, avec beaucoup de simplicité, et beaucoup d'hommes aussi. Parce que beaucoup d'hommes sont violés également, mais on en parle beaucoup moins, d'abord parce que les hommes vont moins déposer et en parler. Et donc ça pour nous, ça a été important. Mais oui, pour moi. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans Thelma et Louise, quand même, les hommes sont très stéréotypés. À part ce personnage d'Harvey Keitel, il y a Brad Pitt, le beau gosse, il y a le mari totalement décérébré de Thelma, il y a le type qui n'arrive pas à s'attacher. Non, le type qui n'arrive pas à s'attacher, il est formidable. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à se déclarer, il n'arrive pas à dire qu'il aime, il n'arrive pas à s'engager au départ avec Louise, et puis finalement, il bascule, et c'est lui qui va venir apporter l'argent à Louise et à Thelma pour essayer de les aider. Et il arrive avec l'argent, il arrive avec une bague pour Louise. Si vous voulez venir avec nous en voiture, c'est comme ça tout le temps. Il y a 30 ans, je me projetais à fond dans l'insoumission de Thelma et de Louise, comme si elle était réelle, possible, comme si j'étais elle. Aujourd'hui, leur dérapage et leur fuite allégorique m'exaltent autant, mais j'en vois les limites. J'y crois sans y croire. C'est la fable qui me plaît, qui me pousse à réfléchir, à approfondir. Bien que je soutienne les luttes contre les discriminations, les inégalités et les souffrances, j'ai toujours du mal à expliquer à Marine pourquoi je n'abonde pas dans le sens de certains combats féministes actuels, trop radicaux selon moi, et déconnectés des subtilités de la nature humaine. J'aimerais que la prise de parole, l'écoute et le dialogue nourrissent un combat hétérogène où hommes et femmes, victimes et agresseurs, thérapeutes, juristes, sociologues et philosophes analysent et pensent l'humain, son infinie complexité, sa beauté, sa monstruosité. J'ai 30 ans de plus que Marine, 30 ans de vie et d'expérience en plus. Je ne suis pas sûre de croire en une profonde transformation de la société, mais je crois en la force de vie, au modèle surtout, dans la vie familiale comme dans les sphères publiques. Je crois en Marine, en mon fils, en quelque chose de résolument nouveau, en gestation. Merci. Est-ce que Marine, vous voulez réagir à cette profession de foi ? Oui, bon, Catherine a beaucoup, je ne sais pas quel est le mot, évolué. Parce que j'étais tellement nulle avant. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, en termes de ta pensée, la chose. Oui, grâce à Marine. Non, pas grâce à moi, mais grâce à cette route, grâce aux rencontres. Oui, c'est vrai que... Parce que certaines rencontres, je voyais bien des femmes qui parlaient, moi, elles ne m'écoutaient pas. Mais quand des femmes parlaient, ça a fait quand même quelque chose. Enfin, on ne peut pas dire que tu es arrivé dans le même état d'esprit que quand tu es partie. Je ne crois pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, au départ, on avait vraiment un grand écart. Et c'était presque inquiétant. On s'est demandé, mais comment on va réussir à avancer ensemble sur cette route ? Et oui, au fil des confidences de femmes, d'hommes, de nos échanges avec Marine, parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres. L'Amérique, c'est gigantesque, c'est génial. Ce sont des routes infinies, des paysages extraordinaires. On met la musique et on parle. Et j'ai essayé d'expliquer à Marine pourquoi je pensais comme ça, pourquoi je ne comprenais pas très bien, pourquoi des choses m'énervaient chez les féministes. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu... Il y a des choses, quand j'y repense, j'étais un peu à côté de la plaque. Mais peu à peu,
quelque chose s'est fait jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand un voyage est long comme ça, qu'il y a le temps de penser, d'échanger, de rencontrer, on repense aussi à sa propre histoire. Et c'est en fait, j'ai tout d'un coup vu des choses que j'avais vécues dans ma jeunesse qui n'étaient juste pas normales. Et jusque-là, pour moi, c'était normal. Et soudain, j'ai compris que ce n'était pas normal. Et c'est là où il y a eu la bascule. Et puis moi, à l'inverse, j'ai évolué. Alors le mot ne me gêne pas. J'ai évolué aussi en ayant peut-être cette compréhension et en étant moins virulente quand quelqu'un ne comprenait pas ou en tout cas n'était pas d'accord avec moi sur des sujets qui me semblaient être, je veux dire, il n'y avait même pas de discussion possible, et plus indulgente aussi, je pense. Et puis, de fait, avec une différence d'âge comme ça, on n'a pas été élevés de la même manière, on ne nous a pas transmis les mêmes idées, les mêmes modèles. Et puis après, tout dépend de l'endroit de votre famille, de l'espace dans lequel vous grandissez, de ce que vous voyez de vos parents, de ce que vos parents vous inculquent. Et sincèrement, moi, c'était normal que... si un homme, même un ami de mes parents, me draguait quand j'avais 16 ans, j'étais très fière, quoi. Et je pense que mes parents étaient fiers aussi. Donc c'est là où la chose n'est pas normale. Et c'est là où, en fait, on rentre dans un chemin qu'on ne comprend pas. Et que, voilà, c'est aussi le fait que l'homme, je parle pour moi, c'était un homme qui vous plaisiez à un homme ou un homme qui vous écoutait, c'est la reconnaissance. Plus qu'une femme. Je ne sais pas pourquoi, c'était ce que je voyais chez mon père et ma mère, chez les gens qui étaient autour. Donc oui, c'est vrai que ça a été douloureux quand j'ai compris. Alors pas forcément ça exactement, mais plus les choses que j'avais entre guillemets subies, parce que avant c'était pour moi pas subi, et que j'ai compris que j'avais subi. Il a fallu un petit moment mais tant mieux, parce que maintenant ça permet de transmettre autre chose autour de nous, autour de moi, et puis puis c'est ça, d'avancer. Et justement, cette progression se ressent vraiment dans votre récit. On sent que vous progressez avec les kilomètres et aussi dans votre réflexion à toutes les deux. Et ça se nourrit de toutes vos rencontres. C'est vraiment une mosaïque incroyable de rencontres de femmes et d'hommes, comme vous l'avez précisé aussi. C'est vrai que moi j'ai retenu certains portraits de femmes qui m'ont plu, notamment les cowgirls. J'ai beaucoup aimé les cowgirls. Vous pourriez nous en reparler? On est arrivé dans un ranch, on a été accueillis par une famille incroyable, et pourtant certainement, voilà, des personnes qui vont voter pour Trump, mais qui nous ont expliqué leur histoire. Parce que l'Amérique, déjà l'Amérique c'est gigantesque par rapport à la France, il n'y a pas de comparaison possible, c'est comme chaque État est quasiment comme un pays, avec une façon d'être, de vivre, des paysages, une histoire. Quand on parle de la Bible Belt, c'est une chose, mais quand on arrive au Nouveau-Mexique, c'est autre chose, comme vous le disait Marine avant. Et quand on est arrivé dans l'Oklahoma, dans cette famille de cow-boys et de cowgirls, c'est là où peut-être on a compris que dans ce pays qui est très jeune, en fait, la peur, la difficulté qu'il y a eu à arriver, à migrer d'abord, à traverser des milliers de kilomètres, de s'établir, de réussir à construire quelque chose, d'avoir des bêtes, en quelques générations à peine. En fait, toutes ces personnes sont tenues par la peur de perdre ce qu'ils ont construit en quelques générations. Parce que qu'est-ce qui se passe si on leur reprend ça? Et donc la peur, ça passe par tous les canaux. Ça peut être l'étranger, mais aussi des choix politiques qui font qu'on va reprendre les terres à cet endroit-là pour exploiter je ne sais quoi. Et en les écoutant, il y avait une sorte de... C'est là où il y a cette frontière entre... C'est pas le bien et le mal, mais entre de chacun, ce que chacun peut faire. On fait ce qu'on peut, en fait. Et alors les cas, moi, c'est-à-dire que si je n'avais pas ramené Catherine dans la voiture, je pense qu'elle ne serait pas là ce soir, elle serait encore en Oklahoma. Oui, parce que c'est une façon, d'abord c'est une façon de vivre très solidaire,
La famille est très importante, le travail. C'est très important le travail aux États-Unis. No pain, no gain. On travaille et c'est le fruit de son travail qui permet de tenir droit. Et là, on a été accueillis, on nous a donné, on arrive, ils nous disent, ben voilà, il y a une maison là, elle est pour vous, vous pouvez vous installer. Si vous avez un problème, tapez la porte d'à côté, c'est notre cow-boy. C'est pas du folklore, hein, c'est-à-dire que... Et en fait, c'est comme cette espèce de fil tendu entre chacun, quelque chose que je trouve qu'on voit moins chez nous, de cette solidarité, quelque chose de très fort entre, dans une famille, mais aussi avec la propriété d'à côté, les cow-boys de là-bas. Et puis ensuite, c'est une façon de vivre aussi en communion avec la nature et les animaux qui est très très forte. Oui, c'est vrai que moi je serais bien restée là-bas en fait. On est arrivé aussi un jour très spécial, on ne va pas non plus tout vous raconter, Non. mais on est tombé le bon jour de l'année dans cet endroit. C'est vrai. Et donc là, c'est le côté fun du voyage. Il y a eu des côtés moins fun. Vous avez évoqué, Marine, tout à l'heure, votre tentative de rencontre avec le Ku Klux Klan. Je ne savais même pas qu'il y en avait encore. Mais nous non plus. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Parce que ça fait froid dans le dos quand même. Oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on voyageait avec des cartes. On voulait voyager comme Thelma et Louise, donc on n'avait pas de GPS. Ce qui était très facile sur certaines grandes routes, beaucoup moins à Los Angeles, parce que les échangeurs autoroutiers avec des cartes routières, autant vous dire que... Enfin, à Little Rock. Et à Little Rock, l'enfer. Et parfois, on n'avait pas... Alors, on avait acheté des cartes, mais on n'avait pas... dans tous les États, on n'avait pas la même précision. L'Oklahoma, c'était un peu... l'Arkansas, c'était un peu bancal. Oui, et puis en plus, on a le trajet fictionnel de Thelma et Louise, mais on s'autorisait aussi des écarts. Parce qu'en fait, toute notre quête, elle est tenue par les rencontres. Donc si une personne nous dit « restez un jour ou 2 jours, mais vous devriez aller voir un tel de notre part, etc. » Donc on va se faufiler comme ça. C'est pour ça que c'est devenu 10 000 kilomètres. Et là, on s'est perdu. Je laisse quelqu'un raconter, parce que c'est son chapitre en plus. Parce que moi, je dormais, en fait. En fait, donc, on ne prévoit rien. Rien n'est organisé. On n'a pas un hôtel réservé, machin. De toute façon, on ne va pas à l'hôtel. On va dans des motels pourris avec des punaises de lit dégueulasses, des strings qu'on trouve au fond du lit. Mais on change. C'est-à-dire que dès l'instant où on est en voyage, on s'en fout complètement. Enfin, ça dépend des jours. Et il nous est arrivé, à diverses reprises, de dormir dans la voiture. Parce qu'on circule, parce qu'il est tard, parce qu'on est crevé, parce que si on arrive dans des endroits où il n'y a pas de place dans les motels, bref. Ce soir-là, on est donc en Arkansas, et on va dans un petit chemin, etc. Et je dis, tiens, il y a un bosquet, là, on va garer la voiture là, on va dormir peinard dans notre bordel, parce que la voiture, c'est un truc particulier, avec tous nos vêtements, la bouffe. On mangeait que des chips, des barres chocolatées avec du peanut butter dedans. Quand même, vous auriez dû nous voir les premiers jours dans les stations-service, on était là. C'est quoi toutes ces merdes? C'est vraiment des Américains, quoi. Alors, c'est pas vrai. Non, c'était moi. C'était toi, ça. Parce que moi, je suis franco-américaine. J'ai grandi les 8 premières années de ma vie aux États-Unis. Donc, moi, j'adore la merde. J'adore les trucs rouges, verts, violets. Au bout de 2 semaines, c'était notre alimentation de base. Et on en avait partout. On s'endort dans notre bordel. Et Marine est à l'arrière, moi devant. Et je suis réveillée par un type qui toque à la vitre. J'ouvre les yeux et je vois vraiment, j'ai eu peur. Un type un peu édenté, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, assez rapidement, parce que ça va très très vite dans ma tête, parfois beaucoup trop vite d'ailleurs, j'ai pensé au film Délivrance. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? On est où là? Arrive un deuxième, dans le même genre le banjo, bon. Et là, je me dis, oh là là, et là j'ai flippé, c'est là où, dans ces moments-là, où là, la différence d'âge, là je me sens responsable. Je me dis, j'ai Marinette à l'arrière, il y a les 2 tarés là, qu'est-ce que je fais? Donc, je baisse un peu la vitre, j'essaie de leur parler, je comprends rien. Et donc, il m'explique, mais qu'est-ce que vous faites là? Venez boire un café à la maison. Je dis, mais quelle maison? Il n'y avait rien. Et il m'explique qu'effectivement, non, c'est une ancienne petite bourgade, Zinc, pour nommer cet endroit,
qui avant était un endroit justement où ils exploitaient le zinc, etc. C'était un endroit assez florissant, mais qui est complètement paumé maintenant, où il n'y a plus rien, ce ne sont plus que des ruines. Et j'hésite, je me dis, est-ce que je dis oui ou non? Marine enlève son masque pour dormir, où il y a marqué... c'est toujours des hôtels de luxe pour Marine. Donc, voilà. Et je dis à Marine, non, t'inquiète pas, etc. Et les types commencent à nous parler, on dit non. On va pas, là on doit partir, en fait on fait un peu les idiotes, on est désolé, on est venu ici, ça. Ils disent mais non, on est très très fiers que vous soyez venus ici, parce que vous savez où vous êtes. Alors on dit, ben oui, Zinc. Non, vous êtes dans le fief du KKK. Moi je me dis KKK. Moi je me réveille, donc autant dire que KKK le combat. KKK. Et au bout d'un moment je me dis KKK. Non, ça ne peut pas être KKK, c'est pas possible. Et je dis KKK. Yes, KKK. Ils étaient hyper fiers. Et là, ils nous disent, en fait, voilà, le grand maître responsable du siège mondial du Ku Klux Klan habite à cet endroit-là, et le siège est un petit peu plus haut, là-haut, dans les collines. Donc on dit, bon, bah très bien, merci beaucoup, on se dit, on se casse, et on commence à rouler, et là... On raconte ça en blaguant, mais on était comme ça. Hein. Moyen. Mais on s'entraîne, ouais, en fait, on est très mauvaises l'une pour l'autre. On fait que des conneries ensemble. Je pense qu'on n'y serait pas allé seul, non. Seul. Enfin, moi, j'y serais pas allé. Bah, comme Thelma et Louise, en fait, on s'entraîne. Et donc là, on se dit, non mais t'es trop con. On est dans le fief du Ku Klux Klan. On ne peut pas passer à côté de ça. Aussi, ce qu'il fallait dire, c'est que depuis le début du voyage, tout le monde nous disait attention en Arkansas, parce que nous, on allait toquer aux portes, un peu coucou, qui vous êtes? Et on nous a dit n'entrez pas sur la propriété privée des gens, parce que la loi de l'Arkansas, si vous êtes dans une propriété privée, on vous tire dessus et ils sont dans leurs droits. Bon, là, sur chaque arbre, il y avait des signes no trespassing, donc ne pas passer. Évidemment, on a fait comme si on n'avait pas vu ces petites... Oui, et puis c'est terrible. Hein. On sait qu'il ne faut pas, mais c'est excitant. Tout à coup, on voit un drapeau américain, mais gigantesque, qui dépassait comme ça des arbres. On voit ce portail, no trespassing, no trespassing, no trespassing, no trespassing. Et là, j'appuie sur l'accélérateur, on monte. Et on arrive à un endroit où là, il y a tout. Il y a vraiment l'insigne du Ku Klux Klan. Donc, cette espèce de yin et yang, finalement, parce que c'est ça, c'est le yin et le yang. En fait, on ne se rend pas compte, mais ils ont utilisé ce signe-là, mais qui ressemble un peu à une goutte de sang, parce que c'est rouge. Et des chiens derrière des grillages qui aboyaient, une église, des petites maisons, etc. Et là, arrive un type très armé, très très armé, et je me dis merde, je fais quoi? Et je me dis, il y a une église, je baisse la fenêtre, je prends un accent français, mais vraiment de débile mental, et je dis, est-ce que c'est bien une église parce que nous voulions venir mettre un cierge? Et on a dit, pas de cierge ici. Vous savez, je dis, non, bah, pardon monsieur, on va repartir. On est reparti. Voilà, mais ce qui se passe, c'est qu'en repartant... Enfin, on ne va pas tout vous raconter aussi, parce que... Après, on a parlé de ça, le côté très sombre de cette histoire, c'est qu'en effet, le KKK sévit toujours, en fait. Et on a rencontré des gens qui ne vont pas à Zinc ou qui ne vont pas à Harrison, qui est la grande ville d'à côté, parce qu'ils font des battues. Beaucoup de gens ont des histoires où ils ont entendu au milieu de la nuit, où ils les ont vus, ils portent encore ces tenues, etc. Donc voilà, là on raconte le côté un peu anecdotique, mais c'est quand même très sombre. Et c'est un racisme étendu. Maintenant, c'est vraiment, ils attrapent les personnes homosexuelles, les personnes qui ont de couleur, les transgenres, et les amènent dans la forêt, peuvent les battre à mort. Ouais. Bon, ça c'est pas... Là, du coup, c'est bien, on a tombé là. Après, votre livre est fait de ça aussi, enfin, l'Amérique est faite de ça aussi, de ces contrastes permanents, et votre livre passe de ce rire à ces larmes. Mais comme Thelma et Louise, parce que Thelma et Louise, l'histoire est tragique, mais le film est tellement drôle. On vous invite à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
vraiment, c'est à mourir de rire. Et en plus, ça n'a pas vieilli, donc c'est encore... Et le monde est tragique et pas tragique, parce qu'évidemment, là, on vous raconte le Ku Klux Klan, alors évidemment, c'est épouvantable. Mais enfin, les 3/4 des personnes qu'on a rencontrées, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc là, forcément, on a raconté ce passage-là, parce que même nous, ça nous a beaucoup marqué. Et c'est pour ça qu'on parle de frontières ténues entre le bien et le mal. Et on réexplore le film au fil de cette idée de frontière entre le bien et le mal. On réexplore la littérature, enfin, on s'est vraiment appuyé sur la littérature américaine, sur la musique, sur les chansons, que ce soit Bob Dylan, Bruce Springsteen, etc. Et le livre est émaillé de ces références cinématographiques, littéraires, musicales, mais aussi de réflexions philosophiques, de ce que c'est que l'être humain, en fait. Parce que, au fond, l'être humain est cette espèce de demi-monstre à la fois merveilleux et ignoble, chacun d'entre nous. Je veux dire, même si on veut se le cacher, il y a quelque chose qui peut jaillir et poindre à la moindre peur, peut-être. C'est difficile de se contrôler, parfois. Enfin, peut-être moi. Et pour en revenir à votre livre, donc vous l'avez écrit à deux, c'est pas commun. Comment ça s'est passé, cette écriture à quatre mains? Alors on a repris la même méthode de fonctionnement que pour le premier, c'est-à-dire on écrit un chapitre sur deux. Un peu à la façon des cadavres exquis, l'une commence, donc Catherine commence en l'occurrence, on a gardé ça pour le deuxième aussi. Et ensuite on alterne, ce qui nous permet aussi, nous assez égoïstement, de prendre beaucoup de plaisir à l'écriture, parce qu'on attend le chapitre de l'autre avant de commencer le sien. Donc on s'accorde, entre guillemets, sur les thèmes, enfin, en tout cas on sélectionne les rencontres dont on veut parler, parce que ce livre, c'est 10-15% de tout ce qu'on a vécu. Donc on s'accorde, mais on se laisse la surprise de comment on va aborder le chapitre. Et c'est très amusant, parce que souvent, on ne l'aurait pas du tout pris de la même manière. Et c'est aussi ce qui fait le jeu de l'écriture. Après, il y a la réécriture, il y a les engueulades, comme d'habitude. Mais c'est très intéressant, d'écrire à quatre mains, c'est très très difficile. C'est très très difficile et c'est très très intéressant et très enrichissant après d'un point de vue personnel. Quand on écrit, moi j'écris mes livres seuls, etc., ou que Marine écrit ses reportages, c'est difficile d'accepter le regard de l'autre et en même temps c'est très intéressant parce que ça met une sorte de cadre qui permet de circuler autrement dans sa propre pensée. Enfin, et on est vraiment resté là-dedans aussi, d'essayer de montrer ce qu'une femme de mon âge et une femme de l'âge de Marine peut sentir ou comprendre à travers ce que les gens nous confient, de ce qu'on voit. Et c'est pour ça que ce livre aussi est à la fois un périple, une réexploration du film Thelma et Louise, mais aussi un kaléidoscope de la société américaine dans ces états-là, à la veille des élections présidentielles. Et quelque chose de très touchant sur ce besoin, cette nécessité que les gens ont à se confier. Et je pense qu'à travers les confidences qu'on a eues, se tisse un lien non seulement entre toutes ces femmes, ces hommes et nous, et nos lecteurs, mais aussi entre un pays, les États-Unis et l'Europe, où on se rend compte que finalement, on est tous pareils. Et vous l'avez évoqué, donc vous avez écrit des livres seuls par ailleurs. Est-ce que vous, Marine, c'est quelque chose qui vous titille? Est-ce que ça viendra un jour? Pas du tout. Non, moi, j'écris mes reportages, c'est un format qui me plaît beaucoup. J'aime ce genre de récit de voyage, mais pour l'instant, je l'envisage que la coécriture me plaît beaucoup. Ce que disait Catherine, je trouve on apprend l'une de l'autre, on s'écoute en tout cas, parce qu'il y a une grande confiance dans le travail. Et même si au début, quand on s'envoie un chapitre et que l'autre dit « Ouh là là, ça va pas du tout, en fait, faut tout refaire », sur le moment, on a envie de l'écharper, de la pousser sous un camion. Et puis en fait, après, on se rend compte qu'elle avait raison. Et le fait qu'on ait autant on s'écharpe sur beaucoup de choses, mais sur l'écriture, je trouve qu'on est vraiment à l'écoute l'une de l'autre et il y a cette confiance on veut faire un bon travail ensemble. Et pour l'instant, ça me plaît et ça me suffit. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre aussi. Donc pour l'instant, ça me convient. Et est-ce qu'il y a un troisième projet de départ en binôme? Tant que Catherine est vivante.
On a suffisamment de projets pour quelqu'un. Avant, il disait je l'emmènerai quand même avec son déambulateur. Mais les années ont passé. Mais tu seras peut-être surprise. C'est peut-être moi qui vais te traîner avec ton déambulateur. Est-ce qu'on connaît déjà la destination? Oui. C'est un secret? Oui. Alors, on va garder le secret. On viendra. Merci beaucoup, Catherine Fay et Marine Saint-Clément. Merci beaucoup. Merci à vous. Et comme d'habitude, il y a des micros, donc s'il y a des questions, les micros vont venir à la rencontre des questions. Et puis si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser devant tout le monde, on est là aussi après, vous pouvez nous les poser. Elle dormait? Non. Ah. Non, mais regardez l'heure. Merci beaucoup, bravo, quelle histoire incroyable. Je voudrais juste revenir sur une chose. Dans Thelma et Louise, aujourd'hui on parle du film comme si Louise était vraiment contrainte d'appuyer sur la détente. En réalité, elle aurait pu ne pas appuyer sur la détente. Et si elle appuie sur la détente, c'est parce qu'il y a une raison profonde qui est le mystère du film. C'est très important ce que vous soulevez là, parce que ce mystère du film, c'est que Louise a déjà subi, elle, un viol. Et c'est pour ça qu'elle appuie sur Au Texas. Voilà. Et c'est pour ça aussi que le périple se fait de l'Arkansas jusqu'en Arizona, en fait, elles veulent s'enfuir. Elles veulent aller au Mexique. Et la chose la plus simple eût été de traverser le Texas. Peut-être qu'elles s'en seraient sorties. Mais comme Louise a subi un viol jeune au Texas, elle ne veut pas remettre les pieds dans cet état-là. D'où ce périple de l'Arkansas, Oklahoma, la Panhandle, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Bon, après, vous découvrirez aussi que la scène finale n'a pas forcément été tournée au Grand Canyon. Oui, et puis nous, on a un peu continué aussi. Et puis nous, si vous voulez, on a voulu les sauver. Alors vous verrez comment on les a sauvés. Oui, c'est un peu comme la chèvre de Monsieur Seguin. On est tellement triste à la fin quand la petite chèvre meurt, et on est tellement triste à la fin quand Thelma et Louise meurent qu'on a envie de les sauver. Eh ben moi, j'étais pas triste, parce que moi, elles sont pas mortes. Elles se sont envolées. Voilà aussi là où on n'est pas d'accord. Sur la fin, on n'était pas d'accord, parce que pour moi, c'est une fin en effet tragique, on veut les sauver. Et d'ailleurs, on nous demande souvent si pour nous, Thelma et Louise est un film féministe. Pour moi, ça ne l'est pas, parce que finalement, Thelma et Louise, c'est de l'échec du féminisme. C'est-à-dire que sitôt on s'oppose au patriarcat, on finit dans le ravin. Bon, désolée pour ceux qui n'ont pas vu le film, du coup, là, je vous le donne en mille. Voilà. Et Catherine avait une toute autre... Et oui, parce qu'il y a aussi... C'est ça qui est formidable dans ce film Thelma et Louise, c'est qu'il y a tellement de lectures différentes. Et il y a une lecture onirique aussi. Et il y a cet aspect aussi qui est très très important, dont on parle dans le livre. On a rencontré un Navajo, parce que les autochtones, les natifs américains sont très importants, ne sont pas représentés dans le film, à part par des détails. Mais qui ne sont pas des détails en réalité, car les détails, on le sait, sont essentiels dans toute chose. La voiture de Thelma et Louise est une Thunderbird, c'est-à-dire oiseau-tonnerre. Et chez les Navajos, l'oiseau-tonnerre est celui qui fait le lien entre la terre et le ciel. C'est l'éternité. Donc ça, c'est leur voiture. Ensuite, Louise, bon, on va pas tout raconter, mais elle a un bijou Navajo sur elle. Mais je ne vous dis pas ce qu'elle fait de ce bijou Navajo. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène très importante dans le film, qui pour moi est une scène presque l'acmé, finalement, de Thelma et Louise, où elles sont, je vous dis juste le moment, elles sont au milieu de nowhere. Il y a une vieille station-service abandonnée. Il y a ce vieux type avec ses yeux bleus délavés, qui a un vieux Stetson pourri sur la tête. Et c'est un peu la dernière fois où elle s'arrête, où elle s'adresse à un humain avant la dernière ligne droite vers l'impasse pour certains et l'envolée pour d'autres. Parce que moi, dans mon souvenir, mais moi j'avais adoré ce film. J'ai dit waouh, ces nanas, elles ont vraiment bravé la soumission. Elles étaient ivres de liberté. Elles se sont envolées. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce souvenir-là dans la tête. Et vous voyez, certaines personnes, c'est ça la magie du cinéma aussi, la littérature. Bon, bah, finalement, 91. Et qui n'a absolument pas vieilli.
Parce que mon fils a 22 ans, quand il a vu le film, il a adoré, il a pris à tous ses copains et copines, ils ont regardé, c'est quelque chose vraiment qui aujourd'hui parle énormément aux jeunes. Oui, et c'est très sincère, très actuel, très authentique. Et puis bon, Suzanne Sarandon et Gina Davis, bon, voilà. Qui n'étaient pas d'ailleurs, désolé, on s'étend un peu trop, on doit peut-être rendre la scène, mais qui n'étaient pas les actrices choisies, à l'origine désignées. On raconte dans le livre, parce qu'en fait il y avait un souci, personne ne voulait financer ce film, parce que c'était un film de gonzesse, ils appelaient ça un film de gonzesse. La réalisatrice Cali Khouri, parce que c'est une réalisatrice, c'est la scénariste. Ouais, la scénariste est une femme, Cali Khouri, d'origine libanaise. Important de noter. Personne ne la connaissait, personne ne voulait de son film. Ridley Scott a dit bon, allez, je m'y attelle. Il trouvait personne pour l'acheter, donc ils ont dû revoir un peu le budget du film à la baisse. Et donc les actrices qui voulaient à l'origine, qui étaient Jodie Foster et Michelle Pfeiffer, coûtaient trop cher. Donc ils ont pris des actrices qui n'étaient pas encore trop connues à l'époque et qui pouvaient se payer. Et Brad Pitt, c'est sa première apparition au cinéma. En réalité, ils ont trouvé ce petit mec là, et voilà. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai une info. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu le film, la question. Et le 6 septembre, chez Monsieur Ridley Scott, on base des infirmières à Oped. Le film est diffusé à 20h. Ah oui, parce qu'il y a une propriété là-bas, une propriété viticole. Le 6 septembre. À Oped. Alors le film, pour répondre à la première question, le film, on le connaît par cœur. C'est dans la droite. On l'a vu. Ce serait l'occasion d'amener le livre. Alors, est-ce que vous l'avez amené? On lui a déjà envoyé, mais... Au mois de mars, vous ne l'aviez pas donné encore. Quand vous étiez à Brigné, on s'était vu et oui, on vous avait donné l'adresse. Mais c'est vous qui nous avez fait ça. Donc il a le livre. Désolé, on voit beaucoup de gens. Après, il nous faut du temps pour retrouver les... Mais l'information est restée quand même. D'accord, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais oublié l'endroit, donc c'est Oped. Et en plus, je ne serais pas loin, donc peut-être que le 6 septembre, je me chargerai d'apporter un second livre à Ridley Scott. Est-ce que vous y serez? Non, je ne pense pas. Par contre, peut-être d'ici demain, on va trouver une invitation.